Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous politique sur iTélé. On ne va pas être d'accord, c'est 45 minutes de débat et de polémique avec 4 invités. Julien Drey, porte-parole de Ségolène Royal, bonsoir. Bonsoir. Arlette Laguier, vous êtes candidate à l'élection présidentielle et porte-parole de Lutte ouvrière. Merci d'être avec nous ce soir. Marine Le Pen, directrice stratégique de la campagne de Jean-Marie Le Pen, bienvenue. Bonsoir. Et Patrick Devedjian, député UMP des Hauts-de-Seine, proche de Nicolas Sarkozy. Ça va ? Ça va très bien. Bien, merci à tous les 4 d'essuyer les plâtres de cette nouvelle émission. Alors, on va commencer avec ce qui s'est passé à l'école Rampal à Paris samedi dernier. Des incidents assez violents entre forces de l'ordre et parents d'élèves après l'interpellation d'un grand-père chinois sans papier qui venait récupérer ses 2 petits-fils dans cette école. Alors, on a tous vu les images de ces échauffourées pour le moins inhabituelles devant un établissement scolaire. Je rappelle d'ailleurs que la directrice de l'école a passé 7 heures en garde à vue après ces événements. Nicolas Sarkozy a dit « Il n'y a pas de quoi en faire une polémique ». Quelque chose me dit, Julien Drey, que vous n'allez pas être d'accord pour reprendre le titre de l'émission. Oui, parce que je pense que c'est insupportable. Insupportable de voir que les travaux continuent pour Nicolas Sarkozy jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ce qu'il s'en aille, il est capable de ce type d'opération. Ce type d'opération qui s'en prennent à des gens qui sont faibles, en situation difficile, avec évidemment une mobilisation très importante de la population localement, parce qu'on ne s'attaque pas à des délinquants, on s'attaque à des gens qui sont le plus souvent insérés, qui travaillent en France, qui sont souvent pris dans les méandres des procédures administratives, des lois qui n'ont pas arrêté de changer. On s'en prend au grand-père maintenant. On s'est pris aux enfants, aux grands-pères. Vous voyez bien où on en est. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir la réaction de la population française. Parce que souvent, Nicolas Sarkozy nous dit « mais j'ai le peuple avec moi ». Les Français sont derrière moi. Là, il a vu ce qui s'est passé. Directrice d'école, institutrice, population locale, tout le monde était là pour dire on ne fait pas ça. Alors, Patrick Devedjian, comment est-ce que vous qualifiez cet incident et que vous répondez-vous aux critiques de Julien Drey ? On peut espérer que la loi s'applique et qu'elle s'applique plus délicatement qu'elle ne s'est appliquée. Là, ça, c'est bien vrai. Cela dit, c'est facile de prendre Nicolas Sarkozy comme bouc émissaire. Vous aimez bien ça. Mais vous aimez bien ça. Il donne tous les moyens pour que non, justement, vous avez fait un petit peu de droit. Vous devez savoir que l'opération se passe sous le contrôle du parquet. Et que c'est pas avec l'autorisation du préfet. C'est sous le contrôle du parquet. Avec l'autorisation du préfet. Et le procureur de la République lui-même est intervenu. Le ministre de l'Intérieur, dans ce cadre-là, ne fait que fournir les effectifs. Il n'est pas responsable. Donc, c'est pas qu'il n'est pas responsable, mais enfin, c'est une opération ponctuelle qui s'est mal passée. Alors, c'est le symbole, Arlette Laguier, en fait. Mais la polémique, elle n'est pas là. La polémique, elle est qu'il faut arrêter de rafler les gens dans les rues. C'est encore plus choquant devant les écoles. Mais oui, c'est des vrais rafles auxquels on assiste dans certains... Vous n'avez pas dû connaître les autres pour faire cette assimilation. J'ai assez lu et j'ai assez vu d'images du passé. Vous n'avez pas dû en souffrir dans votre famille. Pour savoir que, heureusement, il y a des tas de gens qui trouvent absolument insupportable ce qui s'est passé. Insupportable, c'est l'assimilation. Alors, moi, je suis pour qu'on arrête cela. Devant les écoles, bien sûr que c'est encore plus choquant, mais il faut trouver une solution. Oui, il faut régulariser les sans-papiers. Je suis d'accord, ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des trafiquants, ce sont des gens qui essayent de vivre normalement et qui vivraient encore mieux et plus normalement si on leur donnait les papiers. Juste avant de voir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire avec les sans-papiers, c'est une rafle pour vous, Marine Le Pen? Ce qui s'est passé, est-ce que le mot rafle est adéquat? Non, mais enfin, la gauche... Alors, c'est ce que le mot a été prononcé 2 fois. Il est odieux, parce que Marine Le Pen. La gauche a l'habitude d'utiliser n'importe quel mot pour n'importe quelle situation. En l'occurrence, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, dans quelles conditions. Non, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a des témoignages qui sont contradictoires. Moi, je ne suis pas fanat de ce genre de choses. Je vous le dis tout net, je ne suis pas fanat. Mais en réalité, au fond, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a créé des situations aujourd'hui qui sont invivables et pour ceux qui sont censés faire appliquer la loi et pour les clandestins, parce que rien n'est clair. On dit aux clandestins, venez, restez sur le territoire, vous aurez un certain nombre d'aides, vos enfants seront scolarisés, et puis on leur fait croire que le fait de scolariser leurs enfants leur donne le droit éventuellement d'être régularisés, et on voit qu'on a des situations dans lesquelles, par exemple, des jeunes femmes clandestines viennent accoucher. Leur enfant n'est pas français, il a vocation à le devenir, mais elles ne le sont pas, mais elles ne peuvent pas être expulsées. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les clandestins qui viennent dans notre pays sachent
qu'ils ne seront pas régularisés parce qu'ils sont en situation de violation de la loi. C'est ça la vraie différence avec eux. Il faut couper les bons passeports. Derrière les hypocrisies, juste un moment, quand je derrière les hypocrisies et le fait de prendre Nicolas Sarkozy comme bouc émissaire, ce qu'on veut, c'est régulariser systématiquement les sans-papiers. Alors, voilà, dans le livre de Ségolène Royal qui sort mardi, dans ce livre maintenant, elle explique, elle dit au cas par cas ou selon la règle des 10 ans. En gros, c'est ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait des sans-papiers ? Ce que dit Madame Le Pen n'est pas exact. Vous savez, souvent, ceux qui sont aujourd'hui des clandestins ont parfois, et même j'ai eu beaucoup de cas, ont été des gens en toute régularité. Et puis les lois ont tellement changé, ont tellement évolué. Les procédures administratives sont tellement longues. C'est des années de procédures administratives qui n'arrêtent pas de changer, que les gens sont plongés dans la clandestinité. Et donc, ils ont effectivement travaillé. Donc, il y a des employeurs derrière qui ont employé ces gens-là au noir, souvent, qui ont joué de leur statut, y compris comme moyen de pression sur les salaires, sur leurs conditions de travail. Donc, ce ne sont pas des gens qui se sont amusés. Alors que dans l'immigration clandestine, il y a des petits noyaux qui en profitent, c'est vrai. Et là, il faut l'extrême sévérité. C'est pour ça qu'on ne peut pas régulariser de manière aveugle, il faut régulariser au cas par cas, avec des règles très précises, mais il faut savoir une chose, c'est pas un amusement de quitter son pays et d'abandonner sa famille et de venir en France. C'est pas une rigolade. Oui, mais comme vous dites, quand vous êtes choqué quand j'emploie certains mots, je m'excuse quand la police a envahi l'autre jour la place de la République et a contrôlé tous les gens qui étaient là, tous ces malheureux qui étaient au Resto du Cœur pour essayer de manger. Bah peut-être. Mais comment vous voulez appeler ça ? Moi, je m'en moque du mot, je dis que c'est ignoble. La règle des 10 ans. Marine Le Pen, au cas par cas. Non, mais écoutez, la règle des 10 ans, c'est ahurissant. Pourquoi ? Ça veut dire, mais c'est un signal qui consiste à dire, écoutez, planquez-vous. Pendant 10 ans. Soyez clandestin et au bout de 10 ans, vous savez ce que c'est, vous 10 pourrez ans être régularisé. Mais c'est exactement comme si on disait... Vous savez ce que c'est que 10 ans dans la clandestinité ? Vous savez ce que ça veut dire ? Ne payez pas vos impôts. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est que la souffrance 10 ans dans la clandestinité ? Vous croyez que c'est un amusement de rester 10 ans dans la clandestinité ? Mais c'est vous qui leur lancez un appel et qui leur dites venez et dans 10 ans vous pourrez être régularisé. Alors, Patrick Devedjian, s'il vous plaît. C'est parti. L'excitation commence. C'est un peu comme si on disait ne payez pas vos impôts. Si jamais vous arrivez à ne pas les payer pendant 10 ans, vous les paierez plus. C'est complètement dérisoire comme logique. C'est très anti-républicain en tout cas. Et les employeurs qui ont fait venir ces gens-là, vous leur faites rien. Patrick Devedjian. Qui a dit ça ? Eh ben moi. Mais dites-moi, vous étiez au pouvoir, vous aviez qu'à les poursuivre. Ça y est, ça va. Allez, laissez parler tous les participants, s'il vous plaît, de ce débat. Marine Le Pen. Moi j'étais dans l'opposition pendant 5 ans. Combien M. Jospin a engagé de procédures pendant 5 ans contre les employeurs de clandestins ? C'est vrai parce que... Combien ? Bon, allez, ça va. S'il vous plaît. Non, en plus, franchement, c'est pas très Ah bah oui, mais il y a qu'à faut que, mais quand on est au pouvoir, c'est pas très audible. Moi je suis pas au pouvoir, je suis dans l'opposition. Le but de l'émission, c'est pas de faire un match de boxe, sinon je serais venu avec des gants de boxe, on n'est pas là pour ça. Ça me rappelle Monsieur Hamar. Voilà, donc, ça lui a pas réussi, monsieur. Justement, c'est pour ça que je les ai pas pris. Alors, s'il vous plaît, Patrick Devedjian, on l'a dit au cas par cas, c'est ce que Julien Drey a dit, vous dites quoi ? Mais au cas par cas, on l'a fait, et on a continué à le faire quand ce sont des situations, évidemment, qui touchent à l'humanitaire, ça va de soi. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'appliquer la loi. Alors, si vous pensez que la police ne doit pas appliquer la loi, en l'occurrence, elle aurait pu l'appliquer d'une manière plus délicate, j'en conviens volontiers. Mais ce contre quoi vous êtes, en réalité, c'est la loi. Et c'est ça qu'il faut dire. En vous en prenant... Quand la loi est mauvaise, je peux être contre la loi. Vous avez le droit, mais vous avez le droit. Mais en vous en prenant à la police, vous en prenez en réalité à la loi. Bien sûr, vous en prenez à l'exécution d'une mesure de justice. C'est une mesure qui est injuste parce qu'elle pénalise des enfants, elle pénalise des familles. Et il faut changer de politique en matière d'immigration. Et c'est pour ça que nous avons proposé, justement, ce que nous appelons l'immigration partagée, c'est-à-dire la possibilité de travailler avec les États d'origine pour aider au développement et pour faire face à cette immigration de la misère. On l'a vu, votre politique en matière d'immigration. Vous avez fait des régularisations massives systématiquement, à chaque fois, et ça a constitué des appels d'air, loin de régler la situation intérieure de notre pays. Ça a constitué, mais je vous demande pardon, mais si vous regardez les choses, l'immigration a évidemment été considérablement réduite depuis 5 ans. Je conteste cet argument de l'appel d'air. Vous savez bien. Mais il est réel. Les pays qui ont régularisé, il ne s'est rien passé. Ils peuvent recommencer quelques années après parce que. Et alors Ah ben voilà, ça n'a pas de fin. Mais parce qu'ils en ont besoin en réalité. Ça n'a pas de fin. Ils en ont. Allez, laissez finir, Madame Laguillet, s'il vous plaît. Julien Drey. Qu'est-ce que vous voulez faire à la place ? Non, messieurs, s'il vous plaît. Partagée. C'est-à-dire, je propose que d'abord nous changions de politique d'aide au développement avec les pays d'origine. Tant que ces pays s'en sortiront pas et resteront dans la misère, on ne pourra pas avancer.
d'accord sur ce Je propose qu'on arrête. On est d'accord là-dessus. Je propose qu'on arrête de pomper les cerveaux de ces pays par des termes d'immigration choisis. Je propose par ailleurs qu'on associe par des contrats avec ces pays les flux migratoires et que justement on les associe y compris à la lutte contre l'immigration clandestine. S'il vous plaît, Julien Drey, tout le monde doit parler. On est ruiné. S'il vous plaît, tout le monde doit avoir le même temps de parole et c'est Madame Laguier qui doit parler maintenant. Il faut la laisser finir, s'il vous plaît. Je dis que d'une part, il faut effectivement changer la loi et permettre que ceux qui, bien souvent, au péril de leur vie, réussissent à venir ici, on les régularise. Et qu'on ne me dise pas que c'est un appel d'air. C'est pas un appel d'air quand l'Italie, quand l'Espagne régularise, non. Des centaines de milliers de gens qui sont là, qui travaillent, qui sont honteusement exploités. Il y a 8% qui viennent avec un contrat de travail. Et la seule... Mais il les trouve, les contrats de travail ici, sauf qu'ils les trouvent en n'étant pas déclarés. C'est ça qui est embêtant. Oui. Et les gens qui vont faire, comme je connais, dans le 93, près de grandes entreprises où on vend à bas de corps. Voilà, je cherchais des gens qui viennent se louer à la journée, vous êtes favorable à cette exploitation ? Je suis pour qu'ils aient des papiers pour se défendre et pour pouvoir se présenter à des entreprises avec des papiers, au lieu d'être obligés de mentir, comme ces pauvres Africains qui travaillaient dans un abattoir en Bretagne et qui ont dû mentir simplement pour se faire embaucher, mais qui donnent parfaitement satisfaction, qui demandent que ça, de pouvoir vivre légalement. Alors oui, je crois que l'appel d'air, il est la pauvreté dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs. Vous le savez très bien. Il y a des centaines de millions de gens qui sont dans cette situation. Beaucoup de ces gens-là appartiennent à des pays qui sont des anciennes colonies, qu'on a vraiment exploité, dont on a perturbé le développement à un certain moment. Recevoir des millions. Et ceux qui pourront venir, qui réussiront à venir, eh bien, je suis qu'une fois qu'ils sont ici, il faut les régulariser. Un mot de Marine Le Pen encore sur ce sujet. Non. Et moi, je vais dire ce que nous proposons, nous, parce qu'évidemment, on ne va pas être d'accord avec... C'est le titre de l'émission, figurez-vous. Merci pour la pub. Avec Madame Laguier. Il faut arrêter l'immigration. Nous avons des centaines de milliers d'immigrés qui sont déjà en situation régulière dans notre pays, au chômage. Nous avons 5 millions de nos compatriotes qui n'ont pas de travail. Nous sommes dans notre pays en situation de quasi-faillite. Alors, reconstruisons notre économie, cessons l'immigration, ne lançons pas un appel d'air, coupons les pompes aspirantes, et lorsque nous aurons redressé notre économie, bien sûr, il faudra faire une politique de coopération avec l'Afrique. Mais ne m'obligez pas, M. Drey, à vous rappeler avec cruauté la politique africaine de M. Mitterrand. Je crois que c'est... Si vous voulez qu'on aille aussi loin dans l'histoire, on va parler du colonialisme et de ce c'est quelqu'un de chez vous. Ne parlez pas du colonialisme. La politique des valises. À la dernière, juste deux mots. En 2002, on a mis l'insécurité au centre. Maintenant, c'est l'immigration. Alors là, le patronat n'a aucune responsabilité dans le chômage. C'est les immigrés qui prennent le travail. Ils vont voter pour vous, Madame Laguier, le grand patronat. Comme ça, vous leur trouvez beaucoup de personnes à bas prix pour venir travailler chez eux. Parce que c'est pas ils vont voter pour vous. Qui fait baisser les salaires. Oui, bien sûr. Ce débat est au-delà de nos espérances. Oui, j'imagine. J'espère qu'il est très positif pour les téléspectateurs. Si, je pense que ça les intéresse. Est-ce que ce qui s'est passé autour de cette école, cette semaine, est à mettre à l'actif ou au passif du bilan du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui quitte ses fonctions demain? Non, mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, quand même toujours ministre de l'Intérieur et patron et premier flic de France. Bien sûr. Mais je vous rappelle que c'est une opération qui est menée sous le contrôle de la justice, c'est-à-dire du contrôle du parquet. Et c'est simplement l'application de la loi. Nicolas Sarkozy n'est pas derrière chaque policier, tout de même. Ouais. Cela dit, les policiers ont appliqué la loi. Moi, je regrette qu'il se soit passé aussi mal, mais j'ai cru comprendre aussi que les parents d'élèves, un certain nombre d'enseignants, y ont mis du leur pour que ça se passe mal. En question, il a été relâché, donc beaucoup de bruit pour pas grand-chose, Monsieur Devedjian, comme d'habitude avec Nicolas Sarkozy. Cette polémique intervient en tout cas au moment où l'identité française est au cœur des débats. Alors cette semaine, Ségolène Royal a créé la surprise, il faut bien le dire, d'abord en faisant l'apologie de la Marseillaise et ensuite en proposant que tous les Français aient un drapeau tricolore chez eux. Est-ce que la patrie est en danger, Julien Drey ? Elle n'a pas fait l'apologie de la Marseillaise, elle a simplement rappelé ce qui est une évidence pour nous tous, c'est que c'est l'hymne national, qu'il faut effectivement défendre l'identité de la France,
parce qu'on sent bien qu'il y a eu, tout au long des années qui viennent de s'écouler, une question qui est posée dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de l'Europe. Il faut rappeler que la France, c'est une entité qui existe, qu'elle doit être défendue. Alors il ne s'agit pas de défendre une France rabougrie, repliée sur elle-même. Il faut aussi oublier qu'au nom de la Marseillaise et de la République, parfois, des choses terribles se sont passées sur le plan du colonialisme, mais elle a voulu simplement placer le débat sur une question simple. Le projet de construction d'une nation, c'est toujours un projet en devenir. Et donc il ne s'agit pas de regarder derrière nous, il s'agit de regarder devant nous. Et il s'agit justement de défendre l'idée d'une France qui rayonne par une confiance retrouvée et par sa capacité à intégrer tous ceux qui veulent participer au projet commun. C'est un peu gros quand même. Non, le drapeau aux fenêtres, c'est simplement de ne pas laisser les attributs de la République à d'autres. Qui a un drapeau chez lui autour de cette table? Alors s'il vous plaît, qui a un drapeau chez lui? Madame Le Pen, Monsieur Devedjian. J'ai des insignes tricolores ça fait 30 ans qu'on en parle, nous. Madame Laguille, vous avez un drapeau chez vous? J'ai un drapeau rouge et un drapeau patché aussi contre la guerre en Irak. Et vous, Julien Drey, vous avez un drapeau chez vous? Je peux dire quelque chose? On a les insignes tricolores de la République, il y a des insignes de la République. Et tout le monde sait chanter la Marseillaise, évidemment. Oui, et même les autres couplets. Sauf que nous, au front, on la chante un petit peu mieux qu'ailleurs. Ah bon? C'est peut-être une question de... Vous vous vantez un petit peu. Parce que ça fait longtemps qu'on s'exerce. On fait un test. Deuxième couplet. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous aurons l'exemple de leur poussière, l'exemple de leur vertu. Et bien moins jaloux de les survivre que de vaincre. Nous aurons le sublime orgueil de les vaincre ou de les vaincre. Mais attendez, si vous le chantez pas, c'est pas du jeu. Debout les forçats de la fin, debout les damnés de la terre. Je préfère la Marseillaise. Bon, c'est bien. Je suis content que le Parti socialiste adopte la Marseillaise. Là encore, si vous voulez, je trouve ça assez dramatique parce que sous prétexte que M. Sarkozy lorgne vers M. Le Pen sur le problème de l'identité nationale, Madame Royal en remet une couche et c'est pour gommer les vrais problèmes qui ne sont pas ceux-là dans cette campagne. Les vrais problèmes, c'est effectivement le chômage, c'est la baisse du niveau de vie, c'est le manque de logement. Mais croyez-vous, excusez-moi, croyez-vous que parce que alors vous dites qu'on est inaudible, mais vous n'arrêtez pas de couper. Croyez-vous que quand un chômeur va avoir son petit drapeau agité le 14 juillet, ça va lui donner un emploi? Ça sert à quoi, ça? C'est bien pour gommer les vraies difficultés que tous ceux qu'on nous dit être parmi les plus grands candidats, eh bien, ils s'engouffrent là-dedans, parce que comme ça, ils ne parlent pas des vrais problèmes de la population. À quoi ça sert, effectivement, d'avoir un drapeau bleu-blanc? Parce que vous êtes ravis d'entendre ça, j'imagine. Non, mais je trouve ça profondément grotesque, je vous le dis tout net. Oui. Parce que je crois que l'amour de la nation, ça n'est pas quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qui se suggère. Voilà. Or, depuis 20 ans, la gauche est particulièrement mal placée parce que depuis 20 ans, elle n'a eu de cesse que de casser, que de salir l'image de la France. La France était toujours une succession de gens ringards, renfermés. Son histoire est parsemée de drames, de crimes contre l'humanité, etc., etc. Eh bien, moi, je crois que l'amour de son pays, effectivement, il est partout. Et je trouve que le ministère de l'Identité nationale, c'est aussi grotesque que la proposition de Madame Royal. Parce que c'est comme le ministère du Bonheur, l'identité nationale, elle est partout. Donc, dans notre tradition culinaire, dans nos anciens combattants, dans notre histoire, dans notre éducation nationale. Réponse de Julien Drey à cette critique. D'abord, quand elle a posé cette question-là, elle a, je crois, et c'est intéressant, situé la question au travers de toute l'histoire. Et ce n'est pas un hasard s'il a pris la responsabilité d'aller d'abord dans le camp d'Émile, qui est un camp de déportation, pour que justement la France regarde toute son histoire, dans sa diversité, ses grandes heures comme ses petites heures. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où la République a servi de prétexte. Et je crois, de ce point de vue-là, je le dis, que j'ai été fier, moi, que la République reconnaisse sa responsabilité dans la déportation à l'initiative de Jacques Chirac. Oui, je ne suis pas sectaire. Alors maintenant, la question de l'identité nationale, oui, elle doit être en débat. Elle ne peut pas être séparée de la question sociale. Le pacte républicain, c'est des valeurs. C'est les valeurs d'égalité, c'est les valeurs de fraternité. L'égalité est en cause. Parce que, pour l'instant, quelle est la question qui est vécue par nos concitoyens? C'est que c'est au fronton des mairies. Mais dans la réalité, il n'y a pas d'égalité. Il y a discrimination. Et donc, il faut effectivement rappeler ce que c'est notre identité dans ses fondamentaux. Pourquoi? Parce que la France, c'est une construction particulière.
c'est une construction unique au monde. C'est pour ça qu'elle est partout sur la planète. Parce qu'elle est fondée sur un pacte social, sur des valeurs. Elle n'est pas liée à un territoire, elle n'est pas liée à une langue, elle n'est pas liée à des frontières naturelles. Elle est liée d'abord à un engagement qui est que quand on a pensé la France, on l'a pensé à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est ça qu'il faut rappeler. On n'a pas encore entendu M. Devedjian sur ce sujet. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que Ségolène Royal court un peu après je ne veux pas le regarder Nicolas Sarkozy? C'est ce que dit François Bayrou, par exemple. Mais je ne veux pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Je suis heureux que le Parti socialiste tienne ce discours. Je pense d'ailleurs que personne n'a le monopole de l'amour de son pays et que naturellement nous pouvons le partager. Simplement, peut-être la conscience a été un peu tardive, mais bienvenue dans le club de ceux qui veulent que l'identité de notre pays soit exprimée. C'est vrai que c'est un pacte social, l'identité de notre pays. Simplement, je me souviens que Ségolène Royal, quand Nicolas Sarkozy a proposé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, comme il y en a un en Israël. Vous savez, un pays où il y a beaucoup d'immigrants et où aussi... C'est pas forcément la meilleure des références. Non, mais il y a aussi beaucoup de tensions, y compris en Israël. C'est un pays où il y a... Oui, mais pas pour cette raison. Et par ailleurs, ce n'est pas la même situation, et je peux en parler. Pas pour cette raison, mais simplement, en Israël, on sait ce que c'est qu'avec des immigrants, il faut forger une nouvelle identité, il faut forger un pacte social commun. Et c'est un vrai travail. C'est pas la même chose parce que Israël, vous savez comme moi, qu'il y a une notion qui renvoie à la Shoah et à l'identité du peuple juif, c'est pas la même chose. On va revenir en France, s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire, Julien Drey, c'est que quand Ségolène Royal a dit que c'était ignoble, elle a employé ce mot. Elle a employé ce mot pour venir dire aujourd'hui que finalement c'est bien. C'est donner la responsabilité des problèmes de la France aux immigrés, ce n'est pas le cas. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas comme ça que ça se passe. On a au contraire expliqué qu'il fallait donner à ceux qui venaient dans notre pays la connaissance de ce que c'est que ce pays pour qu'ils puissent l'intégrer. Comment voulez-vous intégrer l'immigration? Pour avoir une bonne intégration, il faut avoir une bonne conscience de l'identité. Vous venez de le dire. C'est bien que vous l'ayez dit. Est-ce que Ségolène Royal a brisé un tabou pour la gauche? Pour toute la gauche, pas seulement pour le PS. Je sais pas. C'est un tabou ou pas? Je sais pas si elle a brisé un tabou, mais en réalité, je vais vous dire, ni Ségolène Royal ni Nicolas Sarkozy n'ont de solution aux problèmes aujourd'hui. Les problèmes, c'est l'aggravation du chômage. Là, on trouve absolument rien. Par exemple, moi, je dis qu'il faut prendre sur les profits pour maintenir les emplois de tous les grands groupes industriels qui en suppriment par milliers aujourd'hui. Bah, vous pouvez rire, mais j'espère que les travailleurs d'Alcatel, d'Airbus, de Michelin, d'Arkema vous regardent et voient votre sourire ironique parce que vous vous en moquez bien du sort des travailleurs. Je les plains s'ils devaient subir vos conseils. Je les plains parce que c'est vous qui fabriquez. Donc je dis que sur ces problèmes-là, ils n'ont pas de solution. Augmenter les salaires alors qu'il faudrait le faire, augmenter le SMIC, ils nous disent où c'est dans 5 ans, ou Nicolas Sarkozy, il faut faire des heures supplémentaires, mais aucun n'a de solution pour les vrais problèmes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils se précipitent dans des espèces de thématiques où ils courent après les idées gadget, finalement. C'est ce que vous dites. Oui, mais c'est pas seulement gadget. Excusez-moi, je termine là-dessus. C'est aussi que ça renforce le nationalisme. Et je dis que le nationalisme, c'est terrible parce que ça dresse les peuples les uns contre les autres. Ça dresse les travailleurs dans un pays qui ne sont pas de mêmes origines. Est-ce qu'on est forcément nationaliste quand on a un drapeau bleu, blanc, rouge chez soi? Quand on insiste aussi c'est une injure, monsieur, tout ça, vous avez l'air de trouver ça horrible. Il y a quelque chose qui me choque. Aimer son pays, c'est faire la question de fond. Ça peut l'être. Excusez-moi. Mais la question de fond, et d'ailleurs, Madame Laguillet vient de le dire, et ça fait 1 an qu'on le sent que ça va être ça le vrai sujet de la présidentielle. Le vrai sujet de la présidentielle, c'est nation ou mondialisation. Il est là le vrai sujet. C'est-à-dire que les solutions que nous voulons, et les uns et les autres, apporter aux difficultés de la France, sont-elles nationales, ce qui est la position de Jean-Marie Le Pen, ou sont-elles mondialistes, c'est-à-dire par le jeu du commerce, sans aucune règle, et c'est la solution, ça, tant de Mme Royal que de M. Sarkozy, qui ne présentent aucune solution à la mondialisation. Nous disons que les solutions pour sortir du chômage, pour sortir de la précarité, pour sortir des difficultés sociales, sont nationales. L'un par la préférence nationale,
nationales, et deuxièmement, par la mise en place de frontières qui peuvent être des frontières européennes et qui protégeront nos secteurs économiques de la concurrence déloyale que l'on voit et qui ratisse nos secteurs économiques de la part des pays émergents qui n'ont pas de protection sociale. Sur ce sujet, je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de réponse de la part de notre candidate sur les questions sociales. Je veux dire, elle a pris des positions. J'ai fait un débat avec... des conséquences de la mondialisation. J'ai fait un débat avec Madame Laguiller il n'y a pas plus tard que quelques jours. On a parlé longuement contre des représentants de la droite sur la question des 35 heures. Elle a défendu l'idée du SMIC à 1 500 €. Et dès maintenant, ce qui fait une différence. Bon, d'accord, mais pourquoi cette ambiguïté? Arlette, si vous me permettez, parce que nous ne voulons pas promettre ce que nous ne sommes pas en capacité de tenir, parce que l'expérience a montré... Non, 30 secondes. L'expérience a montré qu'il ne faut pas donner quelque chose qui va être pris par l'autre main. En 1980, nous avons été trop vite et nous avons vu ce qui s'est passé. Donc nous voulons justement maîtriser les choses pour permettre une amélioration de tous les salaires. Et c'est pour ça que nous défendons l'idée d'une conférence salariale qui permette que ça soit et les petits salaires et tous les autres salariés qui soient associés à la redistribution sociale. Donc il y a un vrai pacte social qui justement permet de lutter aussi contre les délocalisations et qui est un instrument que nous voulons mettre en place. Contre les délocalisations, Madame Laguiller a raison. En interdisant, reprenant pour les entreprises qui ont touché des subventions lorsqu'elles délocalisent, alors qu'elles font des bénéfices. J'ai déposé l'amendement au Conseil régional. Et Monsieur Drey. Je me suis fait traiter d'Arlette Laguiller par le président du groupe communiste quand j'ai déposé l'amendement. J'étais ravi. Alors, sur ce sujet-là, pas beaucoup. S'il vous plaît, Monsieur Léjean a un peu de retard, donc on va laisser parler. Je voulais dire à Julien Drey que l'observation de Madame Laguiller n'est pas fausse. C'est-à-dire que, non, sur le SMIC, elle n'est pas fausse. C'est... Au moins, quand vous dites que vous allez augmenter le SMIC à 1 500 € à la fin du quinquennat, mais l'augmentation naturelle chaque année par la révélation du SMIC aboutit pratiquement à ces 1 500 €. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit, vous avez remarqué. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Madame Laguiller, mais au moins c'est un vrai changement. Pas exactement alors que vous me proposez en réalité rien du tout. D'accord. S'il vous plaît. Alors pourquoi vous êtes-vous énervé autant quand c'est sur cette proposition du SMIC? Aucun énervement, c'est un abus de confiance à l'égard des malheureux qui croient que vous allez leur donner 1 500 € net. Les malheureux, ils ont eu affaire à vous pendant 5 ans, ils en tirent un certain nombre de conclusions. Beaucoup dans cette campagne, allez les voir, les conclusions. Et cette semaine donc de drapeaux, de Marseillaise, d'identité, mais on parle pas ou peu d'Europe. Ce week-end, on a célébré les 50 ans du traité de Rome. Je voudrais quand même vous dire qu'il y a eu des fêtes monumentales dans plusieurs grandes villes d'Europe, Berlin, Bruxelles, Rome, Madrid, Portugal, des centaines de milliers de personnes dans les rues, dans les discothèques, dans les musées, qui ont célébré, mais vraiment avec une ferveur incroyable. Et alors, en France, rien. Oui. Pourquoi Patrick Devedjian, cet anniversaire n'a pas été célébré en France? Je le regrette beaucoup, mais je crois qu'on est traumatisé par l'échec du référendum sur le traité constitutionnel. Et ceci, évidemment, montre que la France, qui est pays fondateur de l'Europe, se trouve maintenant à la remorque. Et vous savez, ça ne va pas l'aider dans l'avenir. Arlette Laguiller. Oui, je crois que le non au référendum qui a été vainqueur dans ce pays montre bien que cette Europe telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui se résume à la circulation des marchandises et des capitaux, mais pas du tout à une amélioration de la vie de la population, mais les Français ne donne pas envie de fêter quoi que ce soit. Ils se disent fiers d'être européens. Oui, mais pourtant. Je suis tout à fait européenne. Contrairement à Madame Le Pen, laissez-moi parler. J'exprimerai mieux ma pensée. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, comme ça j'y réponds. Maintenant, moi je suis pour la suppression des frontières, c'est vrai. Je crois qu'un grand État comme les États-Unis, qui a réussi à unifier finalement 52 petits États, c'est un progrès pour le développement évidemment. Donc je suis européenne, mais je veux une Europe qui tienne compte des problèmes de la population, des problèmes des travailleurs. C'est pour ça que j'ai été pour le non à cette Europe, parce que c'était une constitution, d'une part, qui n'était pas démocratique, de mon point de vue, par rapport aux pays nouvellement entrants, qui voulaient absolument que ça soit les quelques grands pays les plus forts et surtout dont les capitalistes sont les plus importants, qui voulaient dominer cette Europe. Et puis deuxièmement, parce qu'il n'y avait rien dans cette constitution qui poussait vers une harmonisation vers le haut. Les dirigeants... Non seulement, je termine, des conditions de travail, des conditions de salaire, je dirais même des droits des femmes, parce que on dit beaucoup la Turquie, on lui reproche plein de choses, mais on a quand même accepté
la Pologne qui nie le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, Malte qui interdisait en tout cas le divorce, etc. Donc oui, les raisons de voter non, elles sont toujours là. Il ne faut pas vous étonner qu'il n'y ait pas une espèce d'enthousiasme populaire par rapport à l'Europe aujourd'hui. Les dirigeants européens ont dit tout à l'heure à Berlin, 2009, un nouveau traité. Quoi qu'il arrive, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on fait? Vous le signez, vous, ce nouveau traité, d'ici à 2009? mais donc, c'est une Europe totalitaire. C'est donc une Europe qui veut se construire contre les peuples. Mais le peuple auquel vous appartenez, monsieur Devedjian, a dit non. Que ça vous plaise ou que ça vous déplaise. Comme responsable politique, vous devez de respecter sa volonté. Pourquoi il a dit non? Parce qu'il a vu que l'Europe est dans l'incapacité de respecter l'ensemble des promesses que vous avez faites à sa place, d'ailleurs. Vous nous avez dit l'Europe, ce sera la fin du chômage. L'Europe, ce sera la croissance. L'Europe, c'est l'absence de croissance, c'est le chômage, c'est des secteurs économiques entiers qui sont obligés de délocaliser, mais c'est surtout qu'on a supprimé au peuple sa souveraineté. Donc c'est fini, donc il y a eu non, c'est fini. Il faut faire une autre Europe, une Europe des nations, une Europe des nations souveraines. Aujourd'hui, les Français n'admettent pas que plus de 80% des lois qui passent par la chambre d'enregistrement qui est devenue l'Assemblée nationale soient des directives européennes. Les Français n'acceptent pas, qu'on n'arrive même pas à obtenir une TVA à 5,5 pour les restaurateurs. Nous n'avons plus notre liberté. Nous ne pouvons plus choisir notre destin. C'est ça dont ils ne veulent pas, les Français. Je crois qu'on n'est pas là pour ça. Si. Tout le monde aura le même temps de parole. Patrick Devedjian, Nicolas Sarkozy dit un nouveau texte plus lisible, plus simple. D'abord, ce que je veux souligner, c'est que dans le projet de constitution européenne, contrairement à ce que disait Madame Laguillet tout à l'heure, précisément, le souci, c'était de faire une Europe politique. Le souci, c'était d'avoir un organe de décision. Ce qu'on peut reprocher à l'Europe, on peut, à l'organisation européenne telle qu'elle est aujourd'hui, bien des choses, mais c'est notamment de ne pas fonctionner normalement et de ne pas fonctionner suffisamment démocratiquement. Et le traité constitutionnel avait cet objet. Et aujourd'hui, l'Europe, elle est paralysée. Or, comment voulez-vous, même quand on admire les États-Unis, pour avoir su rassembler 52 pays, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi une chance pour pouvoir créer une croissance. Avec 52 pays, harmoniser une seule politique économique, on peut créer de la croissance. Et cette Europe qui est divisée en petits pays qui chacun font du nationalisme étriqué de leur côté, eh bien, elle n'arrive pas à se mettre d'accord sur une politique économique cohérente. Le résultat, s'il vous plaît, répondez à la question, Patrick Devedjian. On revote quand? Le résultat de cela, c'est qu'évidemment, nous ne pouvons pas avoir une politique de croissance cohérente et nous avons régulièrement 2 points de croissance de moins que les États-Unis. Nicolas Sarkozy, élu le 6 mai, on revote quand? Eh bien, il va falloir que nous négocions avec les autres, parce que je vous rappelle quand même, ils sont une vingtaine de pays qui, eux, ont accepté le traité constitutionnel et qui n'ont pas envie non plus de tout remettre en question parce que les Français et les Hollandais... Souvent par un vote parlementaire. Donc vous préférez donner raison aux élites européennes qu'à votre peuple. Non, il va falloir que nous négocions avec eux, simplement. Il faut se mettre d'accord avec eux. La France ne va pas changer à elle seule la décision de 20 autres pays européens. Julien Drey a pris... Et pourquoi elle a été la seule à dire non à l'Irak? Si nous ne voulons pas rester tout Marine Le Pen, s'il vous plaît, si nous ne voulons pas rester tout seul sur le quai de la gare avec des valises sans poignée, il va falloir se mettre d'accord avec eux. L'Europe nous a menés dans le mur, monsieur Devedjian, vous le savez bien. Et nos salariés le savent bien aussi. S'il vous plaît, Madame Le Pen. 3 choses. C'est clair qu'on est en crise. C'est clair que le vote des citoyens français traduit certainement des opinions européennes qui sont aujourd'hui en difficulté avec le projet européen parce qu'elles ne le ressentent pas comme un projet protecteur, notamment sur le plan social. Et donc il faut relancer la construction européenne parce qu'on a tous besoin de l'Europe pour s'en sortir dans la compétition mondiale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, faire la démonstration par la preuve que l'Europe sert à quelque chose. Donc il faut relancer les grandes politiques européennes en matière de recherche, en matière d'éducation, en matière de grands travaux. Et à partir de là, refaire la démonstration que l'Europe peut être au service des citoyens. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, l'Europe fonctionne mal parce qu'elle fonctionne avec la règle de l'unanimité et elle n'arrive pas à avancer. Donc il faut faire de nouvelles institutions européennes qui permettent justement de dépasser la situation actuelle. Donc un nouveau traité institutionnel. Ce traité ne pourra pas être fait dans le dos des peuples. Et il ne pourra pas être fait en catimini et il ne pourra pas être voté secrètement par des parlements. Il faudra un référendum européen une fois que nous aurons fait ce traité. Et d'ailleurs, la bonne idée, c'est que tous les peuples européens votent le même jour pour que ce référendum ne soit pas instrumentalisé par rapport à telle ou telle politique nationale. La France n'est plus le moteur de l'Europe et n'a plus les moyens d'imposer cela. La France sera à la présidence de l'Europe
en 2008. Ça veut dire qu'après l'élection présidentielle, le président, ou ce que j'espère, la présidente, aura l'autorité pour dire la France continue à aimer l'Europe, la France relance le processus institutionnel et la France met sur la table un certain nombre de propositions. Il faudra le faire pour que justement la présidence française permette de conclure et permette à partir de là d'avoir un traité en 2009. Arlette Laguillet. Oui. Moi, ce que je crois qui va faire avancer l'Europe sont les travailleurs d'Europe, parce que ils sont attaqués par les mêmes grands groupes. Alcatel-Lucent licencie en France, licencie dans d'autres pays d'Europe. Airbus, la même chose. En France, en Allemagne et encore en Espagne, dans d'autres pays. Quand je vois les chantiers de l'Atlantique, où c'est un groupe norvégien, Aker, qui achète une partie du capital, qui le revend après avec une énorme plus-value et qui laisse les travailleurs dans l'incertitude. Mais les travailleurs norvégiens aussi doivent être dans la certitude. Donc je pense que c'est vraiment les travailleurs d'Europe qui feront qu'on avancera en Europe, parce qu'on a finalement les mêmes ennemis qui nous attaquent, les mêmes grands groupes qui nous exploitent, qui font des profits énormes sur notre dos. Et je crois que l'avenir de l'Europe, il est là, il est dans l'Europe des travailleurs. Marine Le Pen. Je crois que c'est très clair. Si vous voulez. On a 4 grands candidats dans cette présidentielle. Il y en a 3. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et François Bayrou, qui veulent l'Europe à tout prix et qui, s'ils sont élus, l'obtiendront, soit avec l'accord du peuple français, soit sans l'accord du peuple français. Quand j'entends parler de la suppression de la règle de l'unanimité, que les téléspectateurs qui nous regardent soient bien conscients de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on nous imposera des règles sans que le peuple français ait son mot à dire. Ça veut dire que demain, à partir du moment où il y aura une majorité qualifiée, eh bien même si nous n'en voulons pas, nous serons obligés d'accepter cette règle. Ça veut dire donc ça porte un nom, ça s'appelle la souveraineté partagée. Que nous ne sommes... C'est comme ça qu'on fera l'Europe. Même la démocratie. Mais non, la souveraineté, c'est la nation. Je sens bien que vous n'aimez pas ce terme de nation. Je sais que Sarkozy vous l'a vendu, mais tout à l'heure d'ailleurs vous l'avez dit avec une espèce de, je sais pas, ça vous déplaisait. Vous êtes pour la suppression des frontières, mais dites-le. Je veux dire, au moins les choses sont claires. Nous sommes pour qu'il existe des frontières. Monsieur Devedjian, moi j'ai une question à vous poser, parce que selon l'interlocuteur qu'on a à l'UMP, on n'a pas la même réponse. Moi j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire qu'il ne fallait pas de règles au commerce, et notamment à l'Europe. Madame Pécresse m'a dit l'inverse. Que vous y réfléchissiez. Oui ou non, faut-il qu'il y ait des droits de douane aux frontières européennes? Oui ou non? Ou aux frontières françaises d'ailleurs? Oui ou non? Pour éviter que nos salariés soient mis sur la paille parce qu'ils sont en concurrence avec des pays qui sortent des produits 100 fois moins chers qu'eux. Un mot de Patrick Devedjian. Si vous posez une question, il faut attendre la réponse. J'attends. Alors, d'abord, ce n'est pas seulement à l'Union européenne que ça se décide, c'est à l'Organisation mondiale du commerce. Ah, auquel vous êtes soumis. Non, mais je vous le rappelle simplement. Pour la clarté, au moins, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Il faut leur dire la vérité. Mais c'est pas une fatalité, ça. Non, c'est pas une fatalité. Et l'Europe, elle a été constituée sur la préférence communautaire. Et certainement. Et où ça marche, ça? Ça a marché, c'est comme ça qu'on a construit au début. C'est comme ça qu'on a construit l'Europe. Quand la Pologne a perdu ses amis aux États-Unis, ça marche. Vous voulez la réponse ou vous voulez la faire à ma place? La réponse. Laissez répondre Patrick Devedjian. Non, mais c'est tellement plus pratique mais très vite, s'il vous plaît. pour caricaturer l'adversaire que de lui prêter les idées qu'il n'a pas. Donc j'ai dit, ce qui a fait le succès de l'Europe, c'est la préférence communautaire. Et sans doute la préférence communautaire, progressivement, sous la négociation de l'Organisation mondiale du commerce, elle s'est diluée. Et c'est ceci dont nous souffrons. Et Nicolas Sarkozy a raison de dire qu'il faut essayer de restaurer la préférence communautaire, notamment dans les domaines où nous sommes faibles. Alors, vous avez 30 secondes chacun, Julien Drey et Arlette Laguillet, sur ce sujet, s'il vous plaît, pour qu'on conclue sur un dernier sujet. Alors, Julien Drey, parlez pas tous les deux dans votre coin, parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est pas qu'elle me plaît pas, c'est qu'elle est inapplicable, c'est tout. Julien Drey. Alors, sur la question des droits de douane, la question peut se poser lorsqu'il y a distorsion dans la compétition internationale, notamment lorsqu'on emploie des enfants ou lorsqu'on ne règle pas des questions sociales. C'est pour ça que, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, il faut aujourd'hui, ça sera une des missions de la France, imposer une charte sociale qui empêche cette compétition déloyale. Si elle n'est pas respectée, alors il est normal que l'Europe, à ses frontières, mette en place des barrières pour se protéger, parce que sinon, il y a inégalité dans la compétition. Donc c'est comme ça qu'il faut avancer. C'est-à-dire une Europe qui soit à la fois porteuse d'un projet à l'OMC, et si les choses n'avancent pas, qui soit capable de se protéger. Pour l'environnement, d'ailleurs. Arlette Laguillet. Moi, je sais pas. Arlette Laguillet. J'entends beaucoup parler de ça, taxer les produits qui viennent aussi, rétablir des droits de douane, etc. Mais ça, de toute
toute façon... J'ai d'abord dit qu'il fallait une charte sociale oui, parce dans l'Organisation mondiale du commerce. C'est quelque chose qui se retourne de toute façon. Oui, parce que les autres pays ou les États-Unis vont faire pareil. Ils vont faire pareil avec de leur côté. Et c'est les entreprises qui exportent qui en seront victimes. Donc la solution, elle n'est pas là. Je voulais simplement revenir parce que moi, je crois que en réalité, on essaye de vendre aux travailleurs et à la population le fait que c'est Bruxelles qui décide de tout. Mais chaque gouvernement qui participe à l'Europe, il a son mot à dire. Quand l'Angleterre, par exemple, refuse le traité de Maastricht parce que la clause sociale ne lui plaît pas, eh bien on enlève la clause sociale. Alors c'est aussi à chaque gouvernants n'ont pas eu le courage de le faire, chaque gouvernement aussi de se battre dans l'Europe. Nos gouvernants n'ont pas eu le courage d'imposer ça. L'Europe, elle est régie, elle est décidée par les différents gouvernements. Arlette Laguille, on va arrêter sur ce débat qui vous a passionné lui aussi. On a vu 3 thèmes sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. On a essayé d'en trouver un dernier sur lequel vous pouviez être d'accord. Et alors, on a pensé c'était pas mal de vous faire parler de François Bayrou, parce que il est toujours le 3e homme. Il est entre 17 et 22% selon les instituts de sondage, dans les intentions de vote. La percée de Bayrou, c'est l'échec de qui? C'est l'échec de la gauche, de la droite, des anti-systèmes ou des révolutionnaires? Puisqu'il se dit un peu tout ça à la fois, François Bayrou. C'est là où c'est dangereux, d'ailleurs. C'est que c'est monsieur attrape-tout en ce moment. Hein, Julien Drey. Moi, je pense que ça peut être l'échec des sondeurs. On verra au moment des résultats. Hein, parce que je me méfie de ces effets... C'est un peu facile, ça. Non, un peu facile. C'est un peu facile. Il y a un effet Bayrou quand même dans la campagne, vous ne pouvez pas dire le contraire. Dimanche, 18h15, il peut un peu faire rigoler nos téléspectateurs, sinon ils vont devenir tristes. Mais je dis ça parce que je me méfie de la manière dont les sondages ont été utilisés tout au long des semaines qui viennent de s'écouler. Il y a une sorte de spectacle des sondages. Ouais. On ne parle plus de la campagne, on ne parle plus que des sondages. Et d'ailleurs, les gens maintenant nous arrêtent en disant « Alors, vous avez le dernier sondage ?» Bon, moi... Personne dans votre entourage ne vous parle de Bayrou, ça n'existe pas. Ce n'est que les sondages, l'effet Bayrou. Est-ce que j'ai dit ça? Alors, non. Donc laissez-moi finir. Et si vous voulez une réponse, laissez-moi la finir. Alors allez-y. Donc je dis simplement qu'il y a normalement dans une démocratie un débat. Moi je ne suis pas pour un vote de rejet. Donc la question que je me pose, elle est simple. Aujourd'hui, quel est le projet de François Bayrou? Et je n'arrive pas à l'identifier. Il n'a pas de programme, il l'a dit lui-même. Il a dit, moi, les programmes, je n'y crois pas. Moi, les gens qui disent qu'ils n'ont pas de programme, je m'en méfie parce qu'en général, ça veut dire qu'ils ont un programme. Et le programme de l'UDF, nous le connaissons. Nous le connaissons dans les régions, nous le connaissons dans les mairies, nous savons avec qui il vote. Donc François Bayrou est un homme de droite. Alors maintenant, la question qui est posée, moi, je ne suis pas sectaire. On peut changer d'avis. On peut dire un jour, en se levant, parce qu'on a réfléchi, que finalement, c'est pas bien d'être de droite et qu'il faut évoluer. Il peut évoluer, mais en tous les cas, il faut qu'il en donne des preuves. Pour l'instant, il ne donne pas de preuves de cela. Il essaye de voler un peu à tout le monde et effectivement, il y a un moment donné où il y aura une limite à cela. Patrick Devedjian. Il est toujours de droite ou il est de gauche? Vous le voyez où moi, je ne sais pas très bien où il est, c'est peut-être même le problème. Ouais. Alors, ce que dit Julien Drey sur les sondages n'est pas tout à fait faux. La preuve, d'ailleurs... Autre sujet sur lequel vous êtes d'accord. Non, mais la preuve, c'est que la commission des sondages a éprouvé le besoin de faire des observations, notamment sur le cas Bayrou, à l'égard d'un organisme de sondage. Hein. Et d'autre part, il est vrai aussi qu'à force le sondage lui-même peut créer le mouvement, il peut créer le fait. Les gens disent, il monte, dans le fond, après tout, pourquoi pas? On sait bien qu'il y a un effet de contamination. Le sondage manipule, donc c'est pas tout à fait... On sait aussi que Nicolas Sarkozy est accro au sondage. Ça, c'est quelque chose de connu. Il les regarde comme tous les candidats. Comme à peu près tous les candidats. Oui, tout le monde. Je ne fais pas un procès particulier. Oui, c'est la drogue de la politique, le sondage. Bon, alors, nous sommes tous shootés à ça. Mais peut-être on peut vouloir se désintoxiquer aussi. Et donc, dire qu'il faut faire attention. Alors ensuite, en ce qui concerne le projet de François Bayrou, moi, j'observe qu'il veut gouverner avec la droite et avec la gauche. C'est formidable, c'est un très beau projet. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, c'est vrai, tout le monde irait beaucoup mieux. Il n'y a qu'un malheur à cela, c'est que la droite et la gauche, on l'a vu encore ce soir, et on le verra sans doute encore longtemps, ne sont pas d'accord sur la politique qu'il faut conduire. Par exemple, François Bayrou, qu'est-ce qu'il va faire sur les 35 heures s'il a un gouvernement qui est un compromis entre la gauche et la droite? Nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire sur la croissance? Nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire sur l'immigration? Nous ne sommes pas d'accord. Donc comment peut-il réunir la droite et la gauche pour faire des politiques sur lesquelles les uns et les autres ne sont pas d'accord? Juste une petite précision. Jean-Louis Borloo,
il va être dans quel camp, là, il a dit lui-même qu'il soutiendrait Nicolas Sarkozy quand il l'aurait décidé. Quand il l'aura décidé. Il décide avant le 22 avril. Marine Le Pen. Oui, en tous les cas, avant le 6 mai. Marine Le Pen, il vous a un peu volé la posture anti-système, Bayrou, dans cette élection. Écoutez, oui, il s'est découvert rebelle, c'est assez rigolo. D'ailleurs, il est assez sympathique, ce Bayrou, objectivement. Bon, on ne sait pas du tout qu'effectivement quel est son programme. On sait qu'il est un européiste convaincu, limite hystérique d'ailleurs, dans son amour de cette Union européenne que nous combattons. Il a sorti une mesure fiscale pour les PME. On ne sait pas ce qu'il veut faire en matière d'immigration, sauf la continuité, continuer comme ça. On ne sait pas ce qu'il veut faire pour l'éducation nationale, sauf continuer comme ça. Et il critique même son ministre, qu'on trouvait plutôt pas mal, nous. Le seul qui était à peu près pas mal, ils l'ont viré. Bon, donc au l'IDF. Ouais. Mais c'est vrai sinon il est assez sympathique. De Robien, il l'avait viré de l'UDF. Non mais j'avais pas compris. Vous le trouviez bien, monsieur de Robien. Ah non, soutien-moi, moi je trouve que ce qu'il a fait objectivement de revenir à l'orthographe, à la grammaire, de revenir au principe de base, oui, moi je trouve ça pas mal. Voilà. Alors mais comme on l'aime bien, Bayrou, diminuer les postes, je veux dire, comme des enseignants, comme on le trouve sympathique, 5000 postes d'enseignants, comme on le trouve sympathique. Non mais je parlais des qui est-ce qui va faire la grammaire et tout ça si on supprime les enseignants? Ça on en reparlera parce qu'il y a beaucoup d'administratifs aussi là-dedans. Alors Sarkozy, il a inventé la rupture tranquille. Donc moi, comme j'aime bien Bayrou, je le trouve sympathique, je vais lui donner un slogan, la force molle. Ça peut être sympa comme slogan. Bayrou, la force molle. Je vous laisse lui proposer. Je suis sûr que c'est... Je suis sûr que ça fait le grand soir avec François Bayrou, ça vous tente ou pas? Je crois que c'est vraiment un homme de droite qui était ministre sous le gouvernement Balladur, qui a attaqué le montant des retraites et la durée de cotisation, qui a soutenu la réforme Fillon, là encore, sur les retraites. C'est quelqu'un qui a dans son programme finalement les mêmes vieilles recettes qui ont abouti à l'augmentation du chômage, qui sont les allègements de charges sociales, qui poussent en réalité vers le bas les salaires, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un homme de droite. Et si des gens de gauche se laissent abuser, c'est peut-être que le programme de Ségolène Royal, n'est pas suffisant. Mais moi, je dis que sur les mesures nécessaires, le chômage, l'interdiction des licenciements, dans les entreprises qui font des profits, je termine, l'augmentation des salaires, la construction massive de logements sociaux, il ne faut pas l'attendre non plus de François Bayrou, mais ni de Nicolas Sarkozy et ni même de Ségolène Royal. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été nos invités pour cette première de « On ne va pas être d'accord », même si on a trouvé au moins un thème, je le disais à l'instant, et deux avec les sondages. On peut vous l'accorder aussi. Merci d'avoir été avec nous. À dimanche prochain. Bonsoir.